Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai créé cette application. Qui vous souviennent, dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté cette application que j'ai créée moi-même qui s'appelle Forecaster Web App. C'est une application, en fait, qui fait des prévisions de manière automatique, des prévisions de vente de produits pharmaceutiques. Et donc, j'avais présenté cette application dans l'une de mes vidéos. Je vous invite à aller regarder pour mieux comprendre le contexte. Et je représente rapidement, de manière brève, l'application ici avant que nous rentrons dans le code. Quand vous venez sur l'application, vous avez la possibilité de choisir votre variable cible, d'accord, la variable que vous voulez étudier. Donc, il y a deux possibilités. Soit ce sont les ventes, donc les revenus des ventes de chiffre d'affaires, ou soit ce sont les quantités de produits, d'accord. Donc, par exemple, quand j'ai cliqué sur les quantités de produits, vous avez remarqué qu'automatiquement, l'application s'est mise à jour. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la catégorie de produits. Donc, dans une pharmacie ou bien dans toute industrie pharmaceutique, les produits sont catégorisés. D'accord? Vous pouvez par exemple avoir tout ce qui est antalgique, d'accord? Tout ce qui est crème pour la peau, crème d'hydratation de la peau. Vous pouvez avoir aussi des, comment dire, des vaccins, d'accord, des injections qu'on peut faire. Donc, vous avez ici les catégories. Donc, il y a toutes sortes de catégories. Bon, souvent, les noms sont en anglais, bien évidemment. Et donc, vous pouvez choisir la catégorie que vous voulez étudier. Donc, par exemple, si je clique sur Glucose Blood Testing, donc, vous voyez, automatiquement, ce graphique-là se met à jour. Ce graphique, c'est quoi en fait? Il présente l'évolution des 5 meilleurs produits dans cette catégorie. D'accord? Donc, top 5 produits in the same catégorie. Donc, les 5 meilleurs produits en termes de quantité prescrite. D'accord? Ici, puisque j'ai cliqué sur quantité, donc ici, en termes de quantité prescrite. Donc, je rappelle que ce sont des données réelles. Et je vous invite d'ailleurs à aller télécharger ces données afin de coder au fur et à mesure que moi. Donc, c'est le but de cette vidéo, vraiment, c'est que vous rentrez dans le code avec moi et à la sortie, dès que vous avez fini de regarder cette vidéo, que vous ayez aussi une application pareille. D'accord? Après, vous pouvez modifier selon vos goûts. Donc, allez-y dans la description de la vidéo et téléchargez les données pour coder au fur et à mesure que moi. Donc, je disais tantôt que le graphique présente, c'est un graphique interactif, bien sûr, construit avec Plotly. Il présente les 5 meilleurs produits dans cette catégorie que je viens de choisir en termes de quantité prescrite. Donc, de août 2010 à mars 2017, où j'ai la fin des données. Donc, vous avez par exemple Aviva, Contour Reagent, Freestyle, machin. Donc, ça, c'est des catégories de produits. Ici, on a les quantités. Si je clique sur le chiffre d'affaires, ça va se modifier et là, vous avez les 5 meilleurs produits en termes de chiffre d'affaires dans cette catégorie. Donc, je vais changer rapidement de catégorie. Je vais prendre un au milieu. Je prends par exemple morphine, machin là. Et là, vous avez aussi les 5 meilleurs produits en termes de chiffre d'affaires dans cette catégorie. Et vous avez le nom de ces produits. Donc ici, c'est vraiment le nom du produit. D'accord? Et là, vous pouvez faire votre analyse et ça vous donne les 5 meilleurs produits en termes soit de quantité précise, soit de chiffre d'affaires dans votre pharmacie. Et ça, c'est déjà un graphique très informatif. Après, nous rentrons vraiment dans la phase de modélisation, de prévision. Et ici, vous avez le nom du produit. Donc, on a fini avec la catégorie, on rentre dans le produit lui-même. D'accord? Donc, ici, vous avez tous les produits recensés dans cette data frame. D'accord? En tout cas, dans cet ensemble de données. Et vous pouvez choisir le produit que vous voulez, dont vous voulez faire la prévision. D'accord? Soit de quantité ou de chiffre d'affaires. Alors, je vais choisir un qui nous parle. J'ai vu tout à l'heure amoxicilline, un truc comme ça. D'accord, je choisis par exemple Amoxil 250 mg. D'accord, c'est des noms de produits pharmaceutiques. Ça peut être des médicaments, ça peut être aussi d'autres produits qu'on vend en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, on ne vend pas que des médicaments. Donc, quand j'ai cliqué là, le graphique s'est automatiquement mis à jour. Alors, j'ai quelle possibilité? Ici, j'ai la possibilité de faire la décomposition additive de cette série temporelle-là. Donc, la série temporelle de ce produit, par défaut, c'est mis sur cocher décompose. Donc, ça me donne la décomposition. D'abord, ça me donne les données actuelles. Après, ça me donne la tendance, ça me donne la saisonnalité et ça me donne le bruit. D'accord? Et si je décoche, il va m'afficher uniquement les données actuelles. OK? Et après, j'ai la possibilité de choisir le modèle de prévision que je veux utiliser. Par exemple, ici, ETS, c'est Exponential Smoothing. Voilà.
Et Alt Winter, par exemple, si je clique sur Alt Winter, le graphique va se mettre à jour pour me construire un modèle avec Alt Winter, etc., etc. Je peux choisir par exemple Auto Arima. Donc je clique sur Auto Arima. Voilà, il me donne l'ordre de mon modèle Arima et il me donne la partie prévision. Et ce qui est important aussi, c'est la table ici, la table qui donne les valeurs prédites pour les 6 prochains mois. Parce que je tiens à rappeler que ce sont des données mensuelles. Comme vous l'avez vu ici, c'est des données mensuelles. Donc, dans le code, moi, j'ai mis les prévisions pour les 6 prochains mois. Donc, étant donné qu'on finit en mars 2017, les 6 prochains mois, ça fait avril 2017, mai 2017, etc., etc. Donc, voilà, chers amis, ce que nous allons construire étape par étape. Donc, je vous invite déjà à aller télécharger les données, à créer votre projet comme je l'ai fait, à créer votre projet dans RStudio et à créer l'application. Donc, ici, moi, j'ai créé 2 fichiers, un fichier UI pour l'interface utilisateur, un fichier serveur qui va contenir la logique back-end de notre application. Donc, sans plus tarder, commencez déjà par importer ces librairies. Donc, Shiny, bien entendu, parce que c'est une application Shiny. dplyr, on ne peut pas faire de la manipulation de données dans R si on ne connaît pas dplyr, c'est un fondamental, ça fait partie de la suite Tdiverse. Il y a Plotly parce que nous avons conçu des graphiques interactifs, TDR, DT pour l'affichage de la table, TS Studio. TS Studio, c'est un package très important pour la manipulation des séries temporelles. Donc, j'ai récemment fait une formation sur les séries temporelles sur ma chaîne YouTube. C'est une playlist de plusieurs vidéos. Je vous invite à aller suivre si vous n'êtes pas habitué aux séries temporelles dans R. Ça va vous aider à comprendre parce que je ne vais pas vraiment aller dans le détail de détails techniques des séries temporelles ici. On va se concentrer vraiment sur l'application. Lubridate pour manipuler des dates, Forecast pour les modèles de prévision, la librairie Prophet. Donc, dans ma formation sur les séries temporelles, j'en ai parlé de Prophet. C'est un package qui vous permet aussi de réaliser des modèles de prévision. Et Shiny Theme, en fait, pour rendre un peu jolie notre application par la fin. Donc, Fluid Page, c'est cette fonction-là qui va contenir toute notre interface utilisateur. Et quand je rentre dans mon fichier serveur, j'ai naturellement les mêmes packages ici et j'ai la fonction serveur. D'accord? Donc, commençons par l'interface utilisateur. Alors, ce que moi, je vous conseille de faire lorsque vous voulez créer une application Shiny ou toute autre application, c'est de faire déjà le design, donc la conception. Donc, il faut faire la conception, le prototype. Donc, faites même un schéma sur une feuille, d'accord, de comment vous voulez présenter votre interface utilisateur, d'accord, donc votre front-end. Donc, faites un schéma, si vous êtes consultant dans une entreprise, discutez avec le client et entendez-vous sur comment va se présenter à peu près l'application. Parce que après, c'est les utilisateurs finaux qui vont utiliser votre application. Ce n'est pas forcément vous qui allez l'utiliser au quotidien. Vous allez le créer pour des gens. Donc, il faut s'entendre avec eux sur comment ça va se présenter. Et lorsque vous êtes, par exemple, un apprenant et que vous voulez créer des applications pour votre portfolio afin d'attirer les recruteurs sur votre profil, il faut à chaque fois démarrer par la phase de conception. C'est très important. Dans la conception, le prototype de votre application. Et quand vous avez l'interface utilisateur en vue, vous pouvez commencer par coder. D'accord? Et nous, ce qui va nous guider ici, tout simplement, c'est aussi simple, voilà, c'est ce que moi j'ai déjà fait. D'accord? Donc, c'est ça qui va nous guider. Donc, on a une interface, un front-end quand même simple. D'accord? Le titre, un petit test ici, l'auteur. J'ai mis un petit lien pour ceux qui veulent apprendre R-Shiny sur ma chaîne YouTube à travers ma vidéo de formation complète. Et ici, vous avez une première ligne, je vais dire, où vous choisissez la catégorie du produit, vous affichez ce graphique. Après, une deuxième ligne où vous avez quelques boutons ici et 2 graphiques. Et pour finir, par un tableau. Donc, c'est totalement simple, quoi. D'accord? Donc, on va faire ça rapidement. Mais tout d'abord, avant de commencer, il faut importer les données parce que ce sont les données qui vont, en fait, c'est le moteur de votre application. Donc, on va commencer déjà par importer les données. Donc, je vais nommer ça ProductDB. Donc, c'est la base de données. Étant donné que c'est un fichier RDS, je vais utiliser la fonction readRDS. Donc, et le chemin de mon fichier. Donc, étant donné que c'est déjà dans la racine de mon projet, je spécifie seulement le nom, tout simplement. Donc, c'est plus simple. ProductDB.rds. Donc, ici, vraiment, c'est une application très simple. Dans le cadre d'applications complexes, vraiment, il faut compartimenter les choses, il faut bien factoriser votre code, bien compartimenter les choses afin de vous retrouver facilement. Normalement, il doit y avoir un dossier data dans lequel vous avez toutes les données que vous allez utiliser. Donc, ici, c'est un truc très simple. On a un seul fichier de données, donc je l'ai mis directement là. Donc, une fois que je l'ai, je vais exécuter.
C'est un fichier quand même un peu lourd, c'est 24 mégabits, mais bon, avec R, ça va vite quand même. Et je vais, ce que je vais faire, c'est, je vais l'afficher rapidement et vous expliquer un peu les colonnes. Je vais commencer déjà par le faire au niveau de la présentation de l'application. Alors ici, vous avez la colonne month, donc c'est l'année, le mois. Donc je disais tantôt que c'est des données mensuelles. Donc ici, vous voyez que ça se répète, ça se répète. Donc ici, vous avez BNF name, d'accord? C'est le nom du médicament ou soit le nom du produit pharmaceutique. Parce que je tiens à rappeler que dans une pharmacie, on ne vend pas que des médicaments. Donc c'est le nom du produit. Donc, BNF name, c'est le nom du produit. At cost, c'est le chiffre d'affaires. D'accord? C'est le chiffre d'affaires. Donc ici, par exemple, en août 2010, ce produit-là, 3MFK, Cavillon Durée Barrière C, a eu un chiffre d'affaires mensuel de 36 000, non, 361 315 dollars, je vais dire, puisque c'est des données réelles que j'ai tirées dans un site aux États-Unis. Quantity, c'est la quantité prescrite de ce produit-là, d'accord, pour ce mois d'août 2010. On en a prescrit 70 310 unités. Et ChemSub, c'est la catégorie, en fait, du produit. Le produit se trouve dans quelle catégorie? C'est ça, la colonne ChemSub. Ici, c'est Skin, Fillers and Protective. Donc, Skin, c'est la peau. Donc, ça a rapport un peu avec la peau. Donc, vous allez voir que les catégories se répètent. Donc, ça veut dire que une catégorie contient plusieurs produits, d'accord? Un produit appartient forcément à une catégorie, d'accord? Donc voilà pourquoi les mois se répètent ici. Mais nous, dans notre manipulation, on va réarranger les données pour pouvoir en faire des séries temporelles. Donc c'est très important de comprendre vos variables. Si vous ne comprenez pas vos variables, vous n'allez pas savoir quoi en faire. D'accord? Donc ça c'est fait. Voici nos données. On a compris les variables. Et maintenant, on retourne dans le code. Je suis dans le serveur. J'aurais besoin des catégories. Donc comme j'aurais besoin des catégories, des catégories distinctes de produits dans mes données parce que rappelez-vous, dans l'interface utilisateur, il y a un bouton qui permet à l'utilisateur de sélectionner la catégorie. Donc, je préfère déjà montrer ça, ou soit voilà, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire directement dans le code du serveur. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Ou soit vous pouvez déjà, vous pouvez regarder dans la console, d'accord, quelles sont les catégories qu'on a. Par exemple, sur Tab catégorie, catégorie, ça fait unique de la colonne, en fait, ChemSub. D'accord, si j'affiche catégorie, vous allez voir toutes les catégories qu'il y a. Donc, il y en a quand même beaucoup. Hein. Donc, si je fais par exemple de ça, catégorie 1926 catégories uniques. Je profite pour voir déjà la dimension de ma base de données, ProductDB. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup d'observations. OK, donc voici les catégories uniques et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, je vais effacer la console. Maintenant, j'aurais besoin aussi des produits distincts, d'accord? Donc, product, les noms de mes produits qu'il y a dans mes données, unique. Les produits, c'est dans la colonne BNF name. OK? Vous voyez, si je fais l'inf de ça, on va voir combien de produits. Ici, on a 32 723, donc c'est quand même beaucoup. OK? Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais, à partir de cette base de données, je vais créer une autre qui va m'afficher en fait les médicaments qui sont les plus prescrits en termes de quantité. D'accord? Les médicaments qui sont les plus prescrits en termes de quantité. Parce que ça, déjà, ça va nous aider à créer notre premier graphique. D'accord? Le graphique qui montrait les 5 meilleurs produits là. Donc, je vais nommer ça produit DB2. D'accord? Donc, ici, je vais mettre un petit commentaire. Les médicaments. Bon, médicaments les plus prescrits. En termes de quantité. D'accord? C'est tout à fait normal. Quand il est plus prescrit, c'est forcément en termes de quantité. Donc, ça va être quoi? Ça va être égal à ma database que je vais grouper par le nom du produit, BFN name,
la catégorie, d'accord? Et je vais faire un summarize pour calculer la somme, en fait. Donc, je dis par exemple, somme Q égale la somme de la colonne quantité, tout simplement, ok? Et je vais arranger les observations dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit de la colonne que je viens de créer. Donc, desk de somme quantité. D'accord? Donc, j'ai ça, j'exécute. Voilà, si je fais view de, attention, product db2 pour regardez, donc ici, j'ai trois colonnes. J'ai le nom du produit, sa catégorie et la quantité totale prescrite, d'accord, de ce produit, d'accord. Donc, chaque ligne représente un produit, bien évidemment, et sa quantité prescrite. Donc, ici, déjà, je peux voir dans mon jeu de données les produits qui sont les plus prescrits en termes de quantité. Le premier, c'est For TC Bottle Leak, entre parenthèses, WeFlab. Ça, c'est dans la catégorie Enteral Nutrition, d'accord. Le deuxième, c'est Paracet Stable 500 mg, c'est dans la catégorie de paracétamol, d'accord. Donc, vous voyez, c'est ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, pour chaque catégorie, donc dans notre graphique là, pour chaque catégorie, on doit afficher les 5 meilleurs produits en termes de quantité. Donc, vous voyez l'idée. Donc, c'est pour ça, cette base de données, ce jeu de données, cette data frame a d'abord été créée. Ensuite, nous allons créer une fonction qui va nous trouver les 5 premiers médicaments en termes de quantité prescrite dans une même catégorie. D'accord? Donc, fonction pour trouver les 5 premiers médicaments, d'accord? En termes de quantité prescrite, bien sûr, dans une même catégorie. Dans les 5 premiers médicaments en termes de quantité prescrite, hein, bien sûr. En termes de quantité prescrite au total, quoi. Dans une même catégorie. Donc, cette fonction, je vais la nommer get top 5. Je prends un argument. Donc, en argument, elle va prendre une catégorie. D'accord? Elle prend un argument de catégorie et elle va ressortir les 5 meilleurs produits. Donc, elle va ressortir un vecteur de chaîne de caractères, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, par exemple, résultat. Ça fait ma database, ma data frame plutôt, produit DB2 que je viens de créer. Je vais faire un filtre sur la catégorie. Donc, un filtre, la catégorie, c'est ChemServe égale X. D'accord? Parce que le X, c'est la catégorie du produit. Donc, ici, je vais mettre X, c'est la catégorie du produit. D'accord? Donc, ChemServe égale à X. Donc, je fais une filtration de la data frame et je prends les 5 premières observations dans les 5 premières lignes. Je peux faire tout simplement X5. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Quand je fais le filtre, j'affiche les 5 premières lignes, mais c'est la colonne BNF name qui m'intéresse parce que moi, je veux récupérer les valeurs de cette colonne-là. Donc, je fais pull tout simplement BNF name. D'accord? Donc, c'est une fonction très simple. OK? Donc, ça, c'est le résultat. Le résultat sera un vecteur de chaîne de caractères. Donc, en fait, un vecteur de nom de produit. Et ma fonction va retourner tout simplement, retourne, attention, result. Voilà. Donc, voici ma fonction. Donc, je rappelle, je fais une filtration sur la data frame produit DB à partir de la colonne ChemServe. Donc, quand je rentre une catégorie comme argument dans la fonction, elle va me ressortir les 5 premiers produits, nom de produit. Donc, faisons un exemple. Par exemple, CTRL L, catégorie, j'ai quoi? Regardez par exemple, j'avais un vecteur catégorie. On est d'accord? Les catégories distinctes qu'il y a dans mon jeu de données. Je vais prendre le premier. Le premier, c'était quoi? Skin filler and protective, d'accord? Donc, je vais dire, je vais appliquer ma fonction get top 5 à ça. D'accord? Voilà. Et j'exécute. Regardez.
regardez, il me donne vraiment les 5 premiers produits dans cette catégorie. D'accord? En termes de quantité prescrite. OK? Donc, c'est ce que fait la fonction. Et c'est cette fonction que nous allons utiliser pour construire le graphique. Tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, là, j'ai mes éléments. Déjà, je peux commencer déjà par rentrer dans le vif du sujet en codant l'application en elle-même. OK? Ça, c'était des prérequis, c'est des choses. Ça, c'est la logique business que je viens d'écrire, d'accord? Qui va me permettre de construire l'application. Donc, maintenant, je repars dans l'interface, dans le UI, donc dans mon fichier UI qui représente mon interface utilisateur. Je suppose que vous avez déjà la conception en tête, d'accord? Vous avez fait un petit schéma, vous savez où placer vos trucs exactement, d'accord? Euh, donc, pour aller vite, je vais faire un exemple, un petit exemple où je vais placer la première, je vous montre rapidement. Alors, je vais faire reload. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer l'espace qui va accueillir déjà ces éléments-là, forecasting, métrique. Je vais faire ici, c'est un radio de bouton, d'accord, où l'utilisateur peut choisir sales revenus dans le chiffre d'affaires et la quantité. Et donc, commencez par placer en fait les éléments, d'accord. Je commence tout simplement par placer les éléments. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction flux de row. La fonction flux de row, par exemple, si je fais flux de row, c'est une fonction de Shiny, flux de row. Alors, flux de row et en plus de la fonction colonne. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ça, c'est des trucs que vous connaissez si vous savez coder en Shiny. En tout cas, si vous avez une compréhension quand même basique de Shiny, c'est vraiment pas compliqué. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à aller regarder ma formation. D'ailleurs, le lien est déjà sur l'application, la vidéo de formation sur ma chaîne YouTube sur Shiny, donc où j'explique en détail les choses. Ici, je vais mettre un radio bouton. D'accord? Un radio bouton. Et ce radio bouton, je vais lui donner un ID parce que cet ID, j'en aurai besoin dans le serveur. Donc, forecast, je vais le nommer forecast métrique. Donc, je lui donne chaque objet dans une application Shiny a un ID unique. OK? Je vais mettre un label. Ça, c'est la phrase que l'utilisateur va voir. Donc, je dis choose et forecast métrique. Ou bien target, je vais mettre choose et target variable, donc variable cible, ok. Donc c'est ce qui veut prédire, c'est ce qui veut utiliser, forecasting métrique, target, on s'en fout. Donc vous mettez quelque chose qui va permettre à l'utilisateur de comprendre ce qu'il doit faire. Et trace, donc c'est un vecteur. Donc ici, moi je veux ça revenu, donc revenu, je vais quand même le mettre comme ceci. Et quantity, d'accord. Et pour finir, je fais inline égale true. Sinon, il va me mettre ça en vertical. Là, moi, je veux ça en horizontal, tout simplement. Donc, si je fais CTRL S et que je run l'application, voilà. Donc, c'est très simple. Voilà ce que ça donne. Tac, tac. OK. Donc là, vous avez le premier élément. Donc, pour aller très vite dans l'interface utilisateur, c'est quelque chose qu'on ne va pas perdre du temps là-dessus parce que ça, je trouve que c'est quand même le plus simple, l'interface utilisateur. Vous le designez comme vous voulez, ok? C'est à vous de voir. Je vais juste copier. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais réduire un peu la tête quand même pour nous permettre de bien voir. Apparence, je vais mettre à 18. OK. Donc, voilà, j'ai copié, moi, mon interface utilisateur. Donc, c'est des suites de flux de row, hein. Après, il y a un peu de... Par exemple, ce code-là, c'est pour centrer les tests de H1 et H4. H1 et H4 étant le nom de mon application, donc Forecast Web App. Et H4, j'ai mis auteur Josué Afouda. J'ai mis c'est un lien hypertest. Donc, j'ai mis mon LinkedIn, par exemple.
Et au niveau de LearnR, j'ai mis LearnR Shiny et le lien de la vidéo pour apprendre Shiny. Après, vous avez les emplacements de mes éléments. D'accord? Vous avez par exemple, select input, c'est choisir les catégories, d'accord, de produits. Vous allez voir stress égale catégorie. Donc, puisque dans le script, bon, je vais le faire. Hein. Je vais le faire, c'est mieux que je le fasse rapidement. Je l'avais pas mis. Soit ce que je vais faire pour faire simple, et pour faire même, je pense que c'est mieux. Donc, unique, ma base de données, product, db, dollar, la catégorie, c'est la colonne thème seul. Je fais comme ça, c'est beaucoup mieux. OK. Voilà. Donc, là, l'utilisateur pourra choisir parmi les catégories distinctes de produits. Et c'est pareil ici aussi. Product, c'est unique de produit db, dollar, bnf. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai des checkbox inputs. Ça, c'est pour décomposer la série temporelle. J'ai mis un ID. Voilà, c'est simple, quoi. D'accord? Ça, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ici, par exemple, c'est l'emplacement de ATUATS. ATUATS, c'est l'ID pour l'emplacement du graphique de la série temporelle. D'accord? Autoplot, c'est ça qui va accueillir le graphique de prévision. Et forecast data, c'est la dernière table. D'accord? La dernière table, si vous vous rappelez, la dernière table qui donne les prévisions, les valeurs prédites dans le futur. OK? Donc, vous avez votre interface utilisateur. Donc, si vous faites CTRL S. Et Shiny Theme, ce qui est intéressant, c'est que avec la fonction Shiny Theme du paquet Shiny Theme, vous pouvez choisir un thème général pour votre application. Donc, moi, j'ai cherché parmi les thèmes qui existent et j'ai fait un cyborg. Donc, je peux quand même vous montrer quelque chose de très sympa. C'est que si vous ne savez pas quel thème choisir, d'abord, utilisez par exemple la fonction Theme Selector. Theme Selector qui va vous permettre de directement dans l'application de choisir les différents thèmes. Je vais vous montrer ça. Je fais Run App. L'application va s'exécuter. Voilà, donc voici mon application, voici mon interface. Il n'y a encore rien. J'ai placé mes boutons, d'accord? J'ai juste placé mes boutons et j'ai placé les emplacements qui vont accueillir mes objets. Donc ici, par exemple, ça va accueillir un graphique. Ici aussi, ça va accueillir deux graphiques. Ok, c'est vrai que je ne vois rien. Rien ne se passe quand je clique parce qu'il n'y a pas encore un back-end. Je n'ai rien écrit dans le back-end. J'ai juste fait le développement du front-end. Donc c'est pour ça, dans certains projets, il y a un développeur front-end et un développeur back-end. De toute façon, les deux doivent travailler en équipe pour que ça marche. Sinon, c'est pas possible. OK? Donc, je parlais du thème. Donc, c'est le thème par défaut ici. Donc, vous voyez, c'est le thème selector. C'est le code thème selector là qui me permet d'avoir ça. Donc, je choisis un autre thème. Rien ne change. Voilà. Ça va vous permettre de voir ce qui est joli pour vous, quoi. Et quand moi, j'ai trouvé Cyborg, j'ai trouvé que c'était bien. Bon, évidemment, il y a encore rien. Il y a encore rien. Vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui marche. Parce que quand vous aurez des graphiques et des tableaux, par exemple, c'est là que le choix va se faire, quoi. OK? Donc, on laisse ça comme ça d'abord et on part dans le serveur. C'est le serveur qui est très important et c'est là que je vais vraiment prendre le temps d'aller étape par étape. OK? Donc, je finis avec le UI, je rentre dans le serveur. Voilà, je suis dans le serveur. La première chose que je dois faire, c'est construire un objet réactif, en fait, qui va récupérer la data frame des 5 meilleurs produits dans une même catégorie. Parce que c'est cette data frame-là qui va alimenter ce graphique-là. Donc, je reviens sur l'application que moi j'ai construite et je vous montre ce que je suis en train de dire. Donc, à chaque fois, ça part en veille quand vous n'interagissez pas. Donc, voilà le graphique qui montre les 5 meilleurs produits dans une même catégorie. Il faut une data frame qui va alimenter ce graphique-là. Et cette data frame doit être interactive. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'utilisateur va choisir une catégorie, il faut que ça soit interactif pour que ça change le graphique, forcément. Donc, cette data frame-là doit être interactive. Ça doit être un objet interactif puisque ça dépend du choix de l'utilisateur. Donc, ça dépend d'un input. OK? Donc, il faut que je crée cette data frame-là et c'est cette data frame-là réactive que je vais utiliser dans mon code
Plotly. OK? Donc, je reviens dans le code. Donc, je vais nommer ça get sales data. D'accord? Il sera un objet réactif, comme je le disais. Et on va écrire le code. Donc, déjà, il y aura deux choses. Le premier cas, c'est que l'utilisateur choisit comme variable cible la quantité. Et son deuxième choix, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, cette data frame aussi va dépendre de ça, parce que tout est réactif dans l'application. Donc, je vais faire if input $. Là, il me met mes inputs. Ces inputs, ce sont les ID, d'accord, qui sont dans l'interface utilisateur. Rappelez-vous, j'avais un bouton ici que j'ai nommé forecast métrique qui permettait à l'utilisateur de choisir la variable cible. Ouais, d'accord. Permettait à l'utilisateur de choisir la variable cible. Donc, soit c'est ça le revenu, soit c'est quantité. Je reviens dans le serveur. Donc, je vais écrire égal quantity. Donc, je vais faire pour la quantité d'abord. C'est peu importe. Hein. Mais veillez à écrire ça exactement comme ici, quoi. Sinon, ça va pas marcher. Donc, si ça, c'est égal à quantité, donc, je fais product db. Je fais déjà mon filtre. Donc, BNF name. BNF name sera dans quoi? BNF name, ça doit être les 5 meilleurs produits retrouvés par la fonction getTop5. OK? Donc, ça sera BNF name qui doit se retrouver dans ce vecteur-là. Donc, in. OK? GetTop5 de quoi? De la catégorie. Et la catégorie ici, c'est l'utilisateur qui choisit ça. Input categ. J'avais la catégorie ici, c'est l'utilisateur qui le choisit. Catégorie name, son ID c'est categ. OK? Donc, je filtre sur BNF name. Et après, je vais sélectionner parce que je n'aurai pas forcément besoin de tout. Je sélectionne le mois. Je connais les noms de mes colonnes. Hein. Produit DB, il y a le month, BNF name, quantity. D'accord? Donc, étant donné que je suis dans le cas de la quantity, qu'est-ce que je vais sélectionner? Le mois, BNF name et la quantité. La colonne quantity. D'accord? Je sélectionne ça. Et moi, je vais renommer quand même pour que ça soit beaucoup plus explicite. Je renomme month égale ma colonne month et product, ce sera égal à ma colonne BNF name et métrique sera ma colonne quantity. D'accord? Ça, c'était pour quantité. Donc, je fais pareil. Else if cette fois-ci, ça sera ici choisi ça le revenu. Donc, si je choisis ça le revenu, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je fais toujours un filtre BNF name qui sera dans get top 5 de input $categ. OK. Donc, on va prendre maintenant les colonnes. Ce qui va changer, c'est que je vais prendre, attention, donc, ouais, il y a un souci. Donc, c'est product db. Je filtre. Et après, je sélectionne. Voilà. Select month, la colonne BNF name, bien sûr. Et cette fois-ci, la colonne ACT cost qui veut dire chiffre d'affaires. ACT cost. OK. Et je vais renommer. Je peux copier ça tout simplement. Month également, produit égale bien et métrique égale cette fois-ci. Métrique égale ça. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai sales data qui est une data frame réactive, qui va réagir selon laquelle l'utilisateur choisit quantité ou sales revenu. Parce que
si je choisis quantité dans mon graphique, là, ces ordonnées doivent être les quantités qu'on montre. D'accord? Et si je choisis ça de revenu dans mon graphique, ça doit être le chiffre d'affaires qu'on montre. C'est pour ça que GetSales Data dépend de cela. D'accord? Et le BNF name, donc les produits, doit être parmi les 5 meilleurs produits. Donc, c'est pour ça que je fais un in get top 5, la fonction qu'on avait créée, pour trouver les 5 meilleurs produits dans une catégorie, dans une même catégorie. OK? Donc, voilà comment je construis mon GetSales Data. Donc, ce sont les données où se trouve, donc c'est la data frame plutôt, je vais mettre data frame, comme ça c'est plus explicite. Data frame où se trouvent les 5 meilleurs produits dans une même catégorie. Donc c'est une data frame réactive. D'accord? Réactive en ce sens que, ça dépend de la variable que l'utilisateur choisit d'étudier dans l'application. 2, ça dépend de la catégorie que l'utilisateur sélectionne. D'accord? Et donc, j'ai ma data frame réactive, ça c'est bien. Et ça, ce n'est pas un affichage. L'affichage va être le graphique. Alors, pour construire le graphique, donc je suis toujours dans mon serveur. Donc, ça, je vais construire le graphique. Graphique montrant les 5 meilleurs produits. Dans une même catégorie. Ok, donc output. Voilà, j'avais nommé ce graphique. Donc, il me montre aussi c'est magnifique de travailler dans RStudio. Parce que là, il vous montre les ID de vos outputs que vous avez, les emplacements que vous avez créés pour vos objets dans l'interface utilisateur. Donc, l'emplacement ici qui m'intéresse, c'est le top 5 plots. J'ai nommé ça top 5 plots. Je vais vous montrer ça dans le UI, dans le fichier UI. Regardez. C'est ça, il est ici. D'accord? J'ai fait un plotly output top 5 plots. C'est ça qui va accueillir mon graphique, le premier graphique de mon application là, qui montre les 5 meilleurs produits dans une même catégorie. OK? Donc ça sera égal à quoi? C'est un render plotly, puisque c'est un graphique plotly, donc j'utilise render plotly. OK? Render plotly, alors, je vais tout simplement mettre le code. Ici, c'est pas le lieu d'apprendre Plotly, mais Plotly, bon, c'est très simple, quoi. L'autre possibilité, c'est que si vous ne connaissez pas forcément Plotly, vous pouvez utiliser ggplot2, construire le graphique en ggplot2 et le transformer en Plotly avec la fonction ggplotly, entre parenthèses, l'objet graphique, l'objet ggplot. C'est tout simple. Mais ici, je ne vais pas faire comme ça, je vais utiliser directement Plotly. Donc, première chose, il prend ma data frame réactive, la getSalesData. En is, j'ai le mois, donc month. En y, j'ai la métrique. En y, j'ai la métrique. D'accord? La métrique, c'est soit la quantité, soit c'est le chiffre d'affaires. On est d'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai nommé, dans les deux cas, j'ai nommé ça métrique. J'ai renommé ça métrique. Parce que si je mettais par exemple quantité, par exemple, égale quantité, et si par exemple chiffre d'affaires égale à cette cost, j'aurais un peu de difficulté ici à créer. J'aurais encore à faire un if. D'accord? Mais en mettant métrique, c'est que ici, ma data frame getSalesData aura 3 colonnes. Month, BNF name, donc produit, d'accord? Produit, donc month, product et métrique. D'accord? Voilà. Y égale métrique. Color égale, il va colorier selon la variable cible, la variable catégorie qui est le produit, donc product. OK? Donc product ici. Et le type de graphique que je veux construire, c'est un scatter plot. Le mode égale lines. Donc je relie les points pour faire une courbe. Test égale, ça c'est optionnel, hein. Test égale, je fais past produit, 2 points, et je mets le nom du produit. OK? On va le voir. Et après, je peux finir par mettre un titre. Layout title égale top 5 product in the same category. OK? Là, j'ai mon graphique. C'est bien. J'ai écrit le code pour rendre le graphique. Et ce que je vous conseille, à chaque fois que vous construisez
le rendu d'un objet dans votre application, il faut exécuter pour voir si tout fonctionne bien. C'est toujours bien, ça évite de tout coder et après de se rendre compte qu'en haut, il y avait des erreurs. Donc, on va voir si ça marche. Voilà, s'il veut bien s'afficher, bien sûr. Là, c'est bon. Donc, je le laisse sur Sales Revenu, évidemment. Ça va prendre le temps de tourner un peu. Tac, tac, tac. Voilà, super. Donc, là, je suis Sales Revenu et il m'affiche déjà, il m'affiche les 5 premiers produits dans cette catégorie-là. D'accord? Dans la catégorie, machin, là, skills, de same catégorie. Voilà, ok? Et j'ai une idée même, c'est de rendre un peu interactif ce titre-là. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Si je clique sur... Là, donc là, j'ai cliqué sur Sales Revenu. Donc ici, la métrique, c'est des chiffres d'affaires. D'accord? C'est en dollars ici. D'accord? Si je clique sur quantité, j'ai ici, c'est en quantité. OK? Il faut bien comprendre le truc. Donc si je reviens sur Sales Revenu, vous voyez, les produits sont là. Et en termes de quantité, voici le graphique. Parfait. Donc, je disais que moi, j'ai choisi Cyborg. Cyborg, voilà, l'affichage, il est quand même bien, assez sympa. Vous pouvez regarder, voilà. Ça, c'est quand on va vraiment finir l'application qu'on va voir ce qu'on va choisir. Sinon, toujours est-il que vous pouvez laisser ça comme ça et l'utilisateur aussi va s'amuser à choisir le thème qu'il veut. OK? Ça peut être une option. Donc, je disais, ce que je peux faire, c'est de mettre le nom de la catégorie dans le titre. On va voir comment ça peut se faire. Si je fais layout ici, top 5 produits in 2. Donc, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pasta. Je vais faire pasta. D'accord? Top 5 produits in 2. Top 5 produits in 2. Donc, ça sera input dollar tag ici. D'accord? Après, je fais une catégorie. D'accord? Et on va voir ce que ça donne. Ctrl S, reload. Voilà, regardez. Voici la catégorie qui est sélectionnée, Skin Fitter and Protective. Donc, le graphique, ça met top 5 products in the Skin Fitter and Protective category. OK, donc ça, c'est plus intéressant. Si je choisis une autre catégorie, par exemple, un exemple, franchement, les noms, là, ne me parlent pas du tout. Mais bon, c'est normal, je ne suis pas un expert du domaine pharmaceutique. Je choisis ça. Talcalcitol, top 5 produits in the Talcalcitol catégorie. Si je fais un autre pour le fun, top 5 produits in the Miconazole nitrate catégorie. OK, donc voici, là, on est bien. Je reviens dans mon application, je vais mettre catégorie ici en majuscule. Là, on vient de faire le rendu, de créer le rendu d'un objet quand même très important de l'application. Maintenant, on va partir dans la phase prévision. OK, ça c'est bien. Dans la phase prévision. Dans la phase prévision, je remets l'application initiale que moi j'ai construite et sur laquelle nous nous basons. Elle est où? Elle est là. Je vais faire reload. Voilà. Donc, nous, on vient de finir avec ça, la première ligne là, où l'utilisateur choisit la catégorie et ça affiche les 5 meilleurs produits dans cette catégorie. Et moi, j'ai fait une toute petite avancée en rendant le titre interactif. Donc, rien de complexe, quoi. Vous le faites avec PAST, avec la fonction PAST. Maintenant, on rentre ici. Ici, on a product name, donc c'est le nom du produit. Ici, c'est plus la catégorie, c'est le nom du produit, donc c'est la série temporelle du produit. Comme vous le voyez ici, ce produit-là, en rouge, là, voici sa série temporelle correspondant. Donc, chaque point correspond à un mois, ok, de l'année. Donc, août 2010, septembre 2010, octobre 2010, etc., jusqu'à mars 2017. Donc, ça, c'est la série temporelle. Donc, il faut déjà que nous construisons la série temporelle. D'accord? Il faut qu'on ait la série temporelle. Parce que si on n'a pas la série temporelle, on ne peut pas faire les décompositions, d'accord, et faire la prévision. OK? Donc, il faut que nous construisons un objet TS, donc qui sera la série temporelle du produit ou du médicament, en tout cas du produit sélectionné par l'utilisateur. Il faut que nous construisons. Et ça aussi, ça sera un objet réactif. D'accord? Il faut bien comprendre les choses. Donc, ici, je vais mettre création d'un objet TS.
Donc, c'est un objet de classe TS, donc pour dire time series. Donc, qui, en fait, est la série temporelle. Donc, c'est la série temporelle du produit. Voilà, sélectionné par l'utilisateur. Voilà. Donc, on va créer cet objet-là. Cet objet, comme je le disais, c'est un objet réactif. Donc, je vais mettre TS data réactive. Attention. Alors, j'utilise la fonction TS de la librairie TS Studio. Donc, pour ceux qui ont suivi la formation sur les séries temporelles, ça, c'est ce que j'ai fait dans les premières vidéos. Comment transformer une data frame, par exemple, en un objet TS. OK? Donc, ici, ma data. Alors, ça sera la data frame en fait, c'est la métrique que je prends, que je vais prendre là. OK? Donc, je vais, au lieu de faire ça, directement ici, je vais devoir créer une data frame en fait qui, qui aura trois, colonnes, d'accord? Le mois, la métrique et la date. En fait, j'aurai besoin des deux colonnes, la date et la métrique. Donc, c'est soit l'utilisateur choisit quantité, ou soit il choisit chiffre d'affaires. Ça va dépendre de ça. Parce que on veut, rappelez-vous qu'au tout début de l'application, l'utilisateur a la possibilité de choisir la variable cible qu'il veut étudier. Et tout va dépendre de ça. Déjà en entrée de jeu, donc je remets mon application, regardez. Ça, quand je clique sur l'un des deux, toute l'application se met à jour. Parce que dans la partie prévision aussi, c'est soit on construit le modèle de prévision de la quantité prescrite, ou soit le modèle de prévision du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, il faut toujours garder ça en tête. OK? Donc, la data frame ici, à partir de laquelle on va construire la série temporelle du produit, va dépendre aussi de ça, de ce choix-là. Donc, ça veut dire que je vais créer une data frame réactive que je vais appeler getProdData. Donc, pour aller vite, je vais la mettre ici, par exemple. GetProdData, c'est la data frame filtrée du produit ou du médicament, si vous voulez, sélectionné par l'utilisateur. Et c'est un objet réactif. Donc, si l'utilisateur choisit quantité, donc je filtre pour dire BNF name égale input $prod. Prod, c'était quoi? Prod, l'objet prod, on va regarder, c'était parmi les produits uniques. L'utilisateur choisit parmi les produits uniques de ma base de données. OK? Donc, ça, c'est l'ID de ce input-là, de ce select input. D'accord? Donc, je filtre pour dire, fais-moi la filtration sur ce que l'utilisateur choisit. Maintenant, moi, je veux créer une date. Parce que rappelez-vous que dans ma base de données, j'ai le mois et c'est des données mensuelles, donc j'ai l'année et le mois. Or, si je dois créer un objet TS, il me faut vraiment une date. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Petite astuce, c'est que j'ai créé une date de manière artificielle. Donc, j'ai rajouté le jour en faisant tout simplement un pass month 20 et séparé par un tiret. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que j'ai pris ma colonne mois là, qui fait année, mois. Donc, par exemple, 2010-08 et j'ai rajouté un 20, donc tiret 20, pour que ça fasse une date complète. Year, month, day, donc année, mois, jour. OK? Et ici, j'ai sélectionné month, quantity, date. En réalité, je n'ai plus besoin de month, j'ai besoin seulement de la métrique et de la date. Et j'ai renommé, j'ai renommé quantité et je l'ai renommé métrique. OK? Et si je choisis revenu, je fais la même chose, sauf que cette fois-ci, je sélectionne month, chiffre d'affaires, qui est la colonne ACT cost, date, d'accord? Et je renomme par métrique égale ACT cost. Okay? En réalité, je n'ai même plus besoin de month puisque ça se retrouve dans la variable date à présent. D'accord? Et j'utilise YMD. YMD, c'est une fonction de l'hybridate. Year, month, date, qui va transformer ces chaînes de caractères en une date. Donc, si je fais par exemple YMD donc, je fasse la console pour que vous puissiez bien voir. Je fais par exemple YMD de 2010-08-20. Voilà, ça me donne une date. Je fais classe de ça. Classe de ça, c'est bien entendu une date. Alors que ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, en faisant YMD, je l'ai transformé en un objet de date. OK? Donc, ça, c'est la data frame filtrée du produit sélectionné par l'utilisateur. C'est un peu comme le get sales data. Cette fois-ci, c'était la data frame où surtout les 5 meilleurs produits dans une même catégorie. C'est un peu le même principe. Et maintenant, je vais utiliser cette data frame-là pour construire la série temporelle. Donc, je fais get prod. Qu'est-ce que je veux en fait? C'est ma colonne métrique.
D'accord? C'est ma colonne métrique qui m'intéresse. C'est ça qui va faire ma série temporelle. Je dois mettre un start. Start, je fais un vecteur. Donc, pour ceux qui ont suivi la formation sur série temporelle, ils doivent comprendre. Donc, je vais faire un vecteur où je prends la date minimale et la date minimale en fait. D'accord? Donc, le min au niveau du year et le min au niveau du mois aussi. D'accord? Et la fréquence, je mets la fréquence. Fréquence égale 12. C'est des données mensuelles. OK? Donc, ici, par exemple, je vais mettre ça. Je vais mettre, par exemple, date. Date, c'est ça. Et je vais vous montrer ce code. Je vais l'appliquer à exemple date. Vous allez voir. Alors, min get pod, je prends tout simplement exemple date. Et ici aussi, exemple date. Ça fait 2018, tout simplement. C'est ça. Il prend l'année et le mois. OK? Et quand je lui dis que la data, c'est comme on appelle, ma colonne métrique, et stat, c'est ça, il va prendre la première date en fait, donc la première année et il prend la première date, et dans cette première date, le start c'est le vecteur composé de l'année du mois, ok? Et je lui dis fréquence égale à 12, je n'ai plus besoin de lui spécifier le end, sinon en temps normal, il y a une fonction end, d'accord? Mais quand je renseigne ça comme ça, lui, il va me trouver le end automatiquement, ok? Donc ça, j'ai ma série temporelle. Une fois que j'ai ma série temporelle, mais de manière réactive, donc c'est soit l'utilisateur choisit le chiffre d'affaires ou bien la quantité. Donc, dès qu'il fait ce choix-là, et en fonction aussi du produit qu'il a choisi, j'aurai une série temporelle. D'accord? Maintenant, il faut faire l'affichage. Je vais faire l'affichage de la courbe. Donc, affichage de la série temporelle. Donc, je vais dire ça comme ça. Du produit sélectionné par l'utilisateur. Donc, je fais l'affichage. Donc, pour faire l'affichage, c'est très simple. J'avais nommé ça dans l'objet, j'avais créé un emplacement pour ça, plotly output actual TS. Actual TS. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Donc, je fais output dollar actual TS. D'accord? C'est un plotly. Donc, render plotly alors. Render plotly. D'accord? Alors, il y a une petite nuance ici, en tout cas, un petit truc que je vais faire, c'est que je vais donner la possibilité à l'utilisateur de faire la décomposition de la série temporelle de manière décomposition additive ou bien d'afficher seulement la série temporelle. Donc, je vais faire if input dollar, les inputs. Donc, l'input que je vais utiliser, c'est décompose, c'est l'ID qui permet à l'utilisateur, c'est le checkbox input là, si vous vous rappelez. Donc, s'il sélectionne ça, donc, je fais plutôt test décompose, test data. Donc, il affiche la décomposition. Test décompose va afficher la décomposition. Sinon, je vais juste afficher le testplot, donc la série elle-même. Donc, testplot, donc c'est une fonction du paquet test studio et test décompose aussi, c'est une fonction du paquet test studio. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que vous n'avez pas suivi ma formation sur les séries temporelles avec R. Donc, allez sur les vidéos, vous allez comprendre. Test data et le titre, je mets input $prod. Input $prod, donc ça va afficher le produit sélectionné par l'utilisateur. Donc ça, c'est fini. Je fais CTRL S. Je run pour voir si tout fonctionne bien. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai cette partie, on a déjà bouclé ça. Et la petite partie que je viens d'ajouter, donc la décomposition de la série temporelle, elle est cochée par défaut. D'accord? Si je décoche, vous allez voir, ici, ça m'affiche uniquement la série temporelle du produit. D'accord? C'est un graphique interactif. Si je sélectionne un autre produit, voilà, ça par exemple, vous voyez, ça me met le nom du produit, ça me met sa courbe, sachant que au début, c'est le SaaS revenu, donc ici, c'est les chiffres d'affaires. D'accord? C'est le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires mensuel, en fait. Si je sélectionne la quantité, j'ai autre chose. Donc, la quantité, voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est quantité prescrite de ce produit-là. Si je change encore, tac, je choisis un autre. Vous avez la courbe. Si je clique sur décompose, il me fait la décomposition additive où j'ai la tendance aussi, la saisonnalité, etc., le bruit. Mais ici, on n'a pas encore touché ça. Donc,
ça, c'est le graphique de prévision qui doit rester ici. Donc voilà, nous sommes en train de finir petit à petit notre application. Donc je ferme et je reviens dans le code. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer les modèles. Vu qu'on a notre série temporelle maintenant qui est l'objet TS Data, et on l'a affiché, maintenant il faut commencer par créer les modèles. J'ai plusieurs modèles à créer. D'accord? J'ai plusieurs modèles à créer. J'ai exponential smoothing, donc le ETS. J'ai AutoArima, TBATS, AutoWinter, etc. Tout ça, c'est dans la formation TimeSeries avec Prophet aussi. D'accord? Donc, pour ne pas prendre trop de temps, je vais tout juste copier le code des modèles. D'accord? On vous invite, en vous l'expliquant bien entendu. Donc, je mets, là, c'est la partie où je crée mes modèles. Alors, première chose, pour Prophet, c'est un peu particulier. Prophet, il doit recevoir en fait la data frame dans un format donné. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce format donné-là, j'ai pris mon getProData, ma data frame à partir de laquelle j'ai construit la série temporelle. Donc, je la reprends pour Prophet, donc data frame pour la prévision avec Facebook Prophet. Je sélectionne les deux colonnes qui m'intéressent, la colonne date et la colonne métrique. Je renomme la colonne date par DS et la colonne métrique par Y. Pour Facebook Prophet, c'est comme ça, il doit avoir ces deux colonnes-là, avec ces deux noms. OK? Le modèle Prophet, donc j'utilise tout simplement la fonction Prophet, donc Prophet, en parenthèse Prophet DF. Donc Prophet DF, c'est bien entendu un objet réactif. Modèle AutoArima, donc Forecast, AutoArima, Test Data. Modèle TBATS, voilà. Modèle ETS, voilà. Modèle AutoWinter, voilà. Donc j'ai mes 5 modèles. Maintenant, je vais afficher les prévisions. Donc, pour afficher les prévisions, c'est très simple. Je vais afficher les prévisions dans un graphique, bien entendu. Donc, pour afficher cette prévision, je mets le code. Le graphique, je l'ai nommé, l'ID c'est AutoPlot Forecast. D'accord? Donc, c'est un render plot ici. C'est pas un plotly, c'est un plot. Donc, c'est un graphique statique. OK? Je pourrais chercher une façon de le rendre interactif, mais je n'ai pas cherché. Franchement, pour rendre simple les choses, vous pouvez le faire et le rendre interactif, mais moi, je fais de manière statique. Donc, première chose, si l'utilisateur, parce que l'utilisateur sélectionne le modèle qu'il veut. Donc ça, c'était où? C'était quel ID? Forecast model. Forecast model, on va voir. Forecast model, c'est ça, c'est let input. Donc, l'utilisateur a la possibilité de choisir plusieurs modèles. ETS, moi, je l'ai renommé auto parce qu'il y a ce que l'utilisateur voit et il y a l'ID réel que moi, je vais utiliser dans le serveur, côté serveur. ETS, c'est auto. AutoWinter, j'ai mis HW pour ne pas écrire AutoWinter en toutes lettres comme ça dans le serveur, quoi. TBAT, j'ai mis tout simplement. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment optionnel, mais franchement, au lieu d'écrire Facebook Prophet en toutes lettres dans le serveur, vraiment, j'ai mis des petites abréviations, quoi, en quelque sorte, pour représenter ça. Donc, si je choisis Facebook Prophet, voilà ce qui va s'afficher. Donc, le graphique est là, c'est un plot tranquille, ok. Ça, si vous suivez la formation Time Series, série temporelle avec elle, vous allez comprendre. Sinon, si je choisis AutoArima, voici ce qui va s'afficher. AutoArima, c'est le modèle 2. Si je choisis TBATS, c'est le modèle 3, Autoplot MD3, Autoplot MD4, etc., Autoplot MD5. D'accord? Donc, je fais CTRL S, je run l'application et on va voir ce que ça donne. Voilà, l'application semble bien répondre. Donc, je suis sur salle revenu. J'ai choisi un produit. Donc, je choisis par exemple un produit. Tac, tac. Je choisis ceci par exemple. Et le premier modèle, c'est ETS. Donc, c'est le modèle par défaut qui va s'afficher. Donc, Formcast, ETS, voici le graphique. Et si je choisis un autre, je vais tenter le tout. Hein. AutoWinter, voilà, AutoWinter, ça marche. TBATS, ça va tourner un peu. Tac, ça m'affiche. AutoArima, ça va tourner un peu. Voilà, ça m'affiche le modèle. Et Facebook Prophet, ça va tourner un peu et m'afficher le résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, l'application fonctionne bien. Donc, si je choisis la quantité, donc, vous allez voir, ça va tout recalculer pour la quantité. Donc, je fais un autre exemple. Je choisis AutoWinter, par exemple. Voilà, ça, c'est pour la quantité. Maintenant, la dernière chose qui reste, c'est d'afficher la table des résultats de prévision. Donc, affichage des résultats de prévision dans une table. Et là aussi, c'est très simple. C'est très, très simple. Si je retourne dans le code, donc, si je vais afficher l'affichage des résultats de prévision dans une table, donc ça, c'est un objet que j'ai nommé Forecast Data. Donc, je retourne dans lui pour vous montrer. Forecast Data, c'est un DT Output. Donc, c'est une table interactive, ok, que j'ai construit avec la librairie DT, d'accord, qu'on avait importé au tout début.
D'accord? Donc, j'ai créé son emplacement avec DT Output Forecast et je nomme l'objet Forecast Data. Dans le serveur, je fais son output dans son rendu, dans render DT. Si l'utilisateur a choisi Facebook Prophet, voilà comment j'écris la table. Donc, j'utilise la fonction predit. Si je choisis Auto Arima, donc Auto Arima, c'est très simple. Forecast MD2. Je choisis l'horizon de prévision. D'accord? Ici aussi, j'ai choisi l'horizon de prévision avec Facebook Prophet, période égale 6. D'accord? Je pourrais mettre période égale 12. Si je mets 12, étant donné que la fréquence est mensuelle, ça fait un an. D'accord? Mais je laisse sur 6 parce que de toute façon, pour les séries temporelles, votre prévision est plus précise pour un horizon de prévision court. Vous ne pouvez pas, par exemple, construire un modèle. Bon, il y a des algorithmes très sophistiqués qui peuvent vous permettre de faire des projections vraiment à long terme. Mais plus l'horizon de prévision est long, plus l'erreur de prévision sera élevée. C'est tout à fait normal. Si on est en 2023 et que vous faites une projection pour l'an 3000, forcément, l'erreur sera beaucoup plus grande parce que c'est tellement loin, l'an 3000, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors que si vous êtes en 2023 et que vous faites une prévision pour 2025 ou 2024, franchement, là, c'est beaucoup plus sûr. OK? Donc, là, je fais des prévisions pour 6 mois. Donc, mes données s'arrêtent à mars 2017. Donc, 6 mois après, ça fait avril 2017, mai 2017, etc., etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'essentiel. Je pouvais même donner la possibilité à l'utilisateur de choisir l'horizon de prévision en faisant tout simplement un input. OK? Donc, H égale à 6 ici partout dans as data frame pour montrer la table. Alors, je disais que je pouvais donner la possibilité à l'utilisateur de choisir l'input. On va quand même le faire. Ça sera intéressant. J'ai DT output. Avant DT output, je vais mettre un select input. D'accord? Où je donnerai la possibilité à l'utilisateur de choisir l'horizon de prévision. Donc, je vais dire par exemple, je vais nommer ça par exemple horizon. D'accord? Le label, je vais dire horizon of prévision. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Ah, faut bien disposer les choses quand même. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je passe tout ce qu'il y a comme espace ici. Le label, et je vais faire... non, c'est même pas un select input, c'est un numérique input que je vais faire. Numérique input, d'accord? Numérique input, j'ai besoin d'une valeur par défaut. Donc, valeur égale, je vais mettre 6 par défaut. Et min, je peux faire min égale à 1, d'accord? Donc, un mois. OK, donc on fait ça. Et on va utiliser ça ici, tout simplement. Dans le serveur, au lieu de faire période égale 6, je vais faire input $. Et vous voyez, là, il dit horizon est là. D'accord? Et c'est lui que je vais mettre partout. Donc, ça va donner la possibilité à l'utilisateur de choisir l'horizon de prévision. D'accord? Voilà. Je réexécute l'application pour voir. Voilà, super. Donc, vous voyez, j'ai horizon of prévision qui est là. Donc, c'est pas défaut, il est sur 6. Donc, il m'affiche les prévisions sur les 6 prochains mois. OK? Si je fais, j'augmente, je mets à 7. 1, 2, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc, ça part de avril 2017 à octobre 2017. Si je mets 8, voilà. Plus, je peux aller jusqu'à 12 si je veux. OK? Donc, 12, 1 an. OK? Si je peux choisir autre winter. Ça va me recalculer les choses. Tac. Et j'ai la prévision sur 12 mois. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de permettre à l'utilisateur même de choisir son horizon de prévision. OK? Donc, voilà, chers amis, ce que je voulais vous montrer. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré vraiment pas à pas comment construire l'application. Et c'est totalement simple comme vous le voyez. Mais il faut connaître Air Shiny. Il faut déjà savoir développer en R. Ça, vous pouvez acheter mon livre que j'ai écrit sur l'apprentissage du langage R. C'est sur Amazon et vous faites livrer tranquillement chez vous. Ou soit vous achetez la version numérique en PDF. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Le livre Air Shiny aussi est disponible sur Amazon. Ou soit vous achetez la version numérique, toujours disponible sur Amazon.
Et vous pouvez aussi regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube concernant la formation sur AirShiny. D'accord? Elle est gratuite. Et pour finir, nous allons maintenant voir les fameux thèmes. Donc, par défaut, c'est là. C'est bien, mais on va voir si on peut trouver mieux. Je choisis celui-là. Rien n'a changé pratiquement, seulement un peu le test a changé. Je choisis Cosmo. Voilà, pas grand-chose. Cyborg, voilà. Je vous rappelle que c'est Cyborg que moi j'ai choisi parce que voilà, je trouvais que voilà, c'était bien quand même. On voyait bien les boutons. C'était un fond noir qui faisait ressortir les objets. D'accord? Et on voyait quand même très bien les chiffres quand même. OK? Donc on continue. Darkly, on regarde. Alors lui, moi j'aime pas trop parce que déjà l'affichage de la table n'est pas très optimal. On voit pas bien les chiffres, même si bon, on voit bien les graphiques, on voit les éléments, mais l'affichage de table, ça laisse à désirer. Donc, ça, c'est pas un bon choix. Flatly, voilà, c'est pas mal. Journal, donc vous regardez, hein, c'est toujours bien. Tac, tac, on regarde. Je sens que j'ai sauté un. Donc, c'est vous qui regardez, vous choisissez ce que vous voulez. D'accord? Donc, il y a tellement d'options, donc vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je préfère choisir Cyborg. D'accord? Donc, je choisis Cyborg. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous avez déterminé ce que vous voulez choisir et que vous ne voulez pas forcément laisser la main à l'utilisateur de choisir le thème qu'il veut? Donc, on retourne dans l'interface utilisateur et je vais mettre ceci en commentaire et sélectionner ceci. Donc, ici, Shiny Theme, vous écrivez le nom du thème que vous avez finalement choisi. Donc, c'est Cyborg et je laisse ça comme ceci. Si je reload l'application, voilà, cette fois-ci, la sélection de thème a disparu et ça m'a mis directement sur le thème que j'ai choisi. Et c'est un thème que je trouve quand même assez sympa. Donc, Forecaster Web App, AirShiny Web Application for Forecasting the Sales Revenue or the Quantity of Products in a Pharmacy. Auteur Josué Afuda, un lien pour apprendre AirShiny. Forecasting métrique, donc l'utilisateur peut choisir soit le chiffre d'affaires et la quantité et tout va dépendre de ça dans l'application, comme on l'a vu dans le code. Premier graphique montrant les 5 meilleurs produits dans une catégorie, dans une même catégorie. Après, le graphique de la décomposition ou de la série temporelle elle-même. Et après, le graphique de prévision. Et ensuite, on donne la possibilité à l'utilisateur de choisir l'horizon de prévision et d'afficher les prévisions avec les intervalles de confiance. C'est toujours bien. Facebook, pour fait, même donne beaucoup d'autres informations. C'est assez intéressant quand même. Comme on va le voir, donc Facebook Prophet donne beaucoup d'informations. C'est beaucoup de colonnes. Et dans la formation sur les séries temporelles sur ma chaîne, j'ai expliqué quand même pas mal de colonnes au niveau de Facebook Prophet. Donc voilà, chers amis, nous sommes au thème de cette vidéo. Je l'ai promis et je l'ai fait. Merci de liker, de partager, de mettre des commentaires pour que la vidéo vraiment soit visible sur YouTube et que notre communauté s'agrandisse. Je rappelle que mon objectif, en tout cas pour cette communauté, c'est d'atteindre minimum 10 000 abonnés avant la fin de l'année, donc avant le 31 décembre, donc au plus tard le 31 décembre 2023. On est à 7 000. C'est déjà bien, mais il reste du boulot et je vous prie de m'aider à atteindre cet objectif. On va l'atteindre ensemble, mais il faut jouer votre part. Moi, j'essaie de jouer ma part. Malgré toutes mes occupations professionnelles, j'essaie quand même de faire les vidéos. Donc, vraiment, je vous en prie, il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne, qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Franchement, c'est pas bien. D'accord? C'est juste cliquer sur abonner. Ça ne vous coûte rien. C'est totalement gratuit. D'accord? Vous cliquez sur abonner et la communauté s'agrandit. Vous activez la cloche de notification. Comme ça, vous êtes informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc, franchement, c'est la manière que vous pouvez faire pour m'encourager à continuer cette œuvre. Parce que si à un moment, je constate que voilà, ça n'évolue plus, je ne serai pas encouragé à réaliser des vidéos. Donc, franchement, c'est totalement gratuit. Le like, c'est gratuit. Mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, c'est gratuit. S'abonner, activer la cloche de notification, c'est aussi gratuit. Et moi, ça m'encourage à continuer cette œuvre de démocratisation de la data science. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.